Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera d'un niveau 3, un petit 3 je pense. Donc logiquement si vous avez, si vous avez fait un bac plus 1 en sciences, vous devriez pouvoir suivre ce que je vais expliquer aujourd'hui. Voilà, donc jusqu'ici on avait considéré des symétries pardon, de l'espace-temps très simples et le principe de relativité qui dit que tous les référentiels d'inertie sont équivalents, pour écrire la loi de transformation entre l'espace et le temps. C'est-à-dire simplement que T', c'était gamma T moins Vx, et que X', c'était gamma X moins Vt, avec X et T, donc comme on l'avait expliqué, mesure dans la même unité, V, un paramètre, donc la vitesse du référentiel, mais sans unité, un paramètre qui est entre 0 et 1, ou entre moins 1 et 1 si vous voulez. Alors, cette symétrie, elle est très belle. On peut l'écrire d'une manière matricielle. C'est-à-dire que, alors, si on ajoutait les deux autres dimensions de l'espace, on aurait y' égale y et z' égale z. C'est-à-dire que la matrice qu'on cherche en fait à écrire, elle serait comme ça par bloc. Hors diagonale, vous auriez un 0, en tout cas la matrice nulle en 2 par 2. Ici, vous auriez l'identité, hein, voilà, comme on s'y attend. Et ici, vous auriez donc une matrice lambda, c'est celle qui nous intéresse. Alors, on y revient donc, on écrit ça d'une manière matricielle, c'est-à-dire que T', X', donc maintenant pris comme un vecteur colonne, une matrice colonne, ça va être égal à gamma moins gamma V moins gamma V et gamma appliqué à cette matrice colonne Tx. Et donc c'est ça, hein, notre lambda. Alors je l'appelle lambda parce que cette transformation, on aime bien lui donner des noms qui commencent par L. Donc c'est la matrice L, et puis le grec ça fait classe. Donc lambda. Alors, première chose qu'on puisse voir sur lambda, quand on regarde ça, c'est que le déterminant de cette matrice, c'est gamma au carré moins gamma 2 V2, c'est-à-dire gamma au carré 1 moins V2, et par définition de gamma, du coup, ça c'est exactement 1. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez, mettons, allez, deux vecteurs, je prends n'importe quoi, qui définissent une surface, et bien après application de notre application de lambda, vous allez avoir je ne sais pas quoi, je ne sais pas du tout ce que ce sera, mais en tout cas ça a la même surface. Alors là, on dirait même que c'est vraiment, j'ai presque fait la même chose. Donc je vais faire quelque chose qui aura l'air très différent, voilà. Tac, voilà, peut-être que ce sera transformé dans ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va préserver la surface. Alors, comment est-ce qu'on préserve une surface? Comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle une isométrie? Comment est-ce qu'on préserve, la surface de vecteurs? Alors, il y a deux manières élémentaires, on va dire, qu'on pourra combiner s'il y a besoin. La première, c'est donc faire une isométrie, du coup, c'est-à-dire de préserver la longueur de chaque vecteur. C'est sûr que si on préserve la longueur de tout, on va aussi préserver la surface. Donc, la base de ça, c'est la rotation. C'est-à-dire que vous avez ici votre vecteur, allez, on va les appeler E1 et E2, là maintenant. On va oublier un peu les histoires de temps et d'espace, etc. E1, E2. Et ben, si vous envoyez votre vecteur, donc vous préservez les longueurs, si vous envoyez E1 ici, E2 là, évidemment, vous aurez simplement fait tourner ce carré-là, cette figure, ce rectangle, et bien entendu, vous aurez préservé les surfaces entre ceci, là, hop, et puis celui-là. Donc, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une rotation. Une rotation qui va être paramétrée par cet angle-là, θ, et qui va s'écrire, comment elle s'écrit? C'est pas compliqué. Le E1,
va être envoyé vers E'1 dont les coordonnées sont clairement, si E1 était unitaire à la base, ces coordonnées ça va être cos θ, enfin même pas unitaire d'ailleurs, ça change rien, par définition on va dire, c'est cos θ, et puis ici on a sinus θ, ici on a sinus θ, ici et puis ça 2, c'est la même chose. Vous avez fait tourner d'un quart de tour, hein, E1 d'ailleurs au passage. Comme E1 tourne un quart de tour E2, E'1 c'est un quart de tour, donc on le voit ici, ces coordonnées, les coordonnées du transformé de E2, c'est clairement moins sinus θ et cos θ. Voilà, donc ça, ce que je disais, ça c'est la rotation par θ de E1, et ça c'est la rotation par θ de E2. C'est comme ça qu'on construit une matrice, hein, parce que c'est par linéarité, hein. Je rappelle très très rapidement, à partir du moment où l'application est linéaire, n'importe quel vecteur V, ça va se transformer en V1 fois notre premier vecteur de base, E1, plus V2 fois E2, plus le nombre de dimensions que vous avez. Donc si vous appliquez n'importe quelle fonction linéaire à ça, eh ben, si, par linéarité, ça va être V1 fois f de 1 plus V2, la fonction de E2, etc. Et donc c'est exactement comme ça qu'on fabrique le produit tensoriel. Donc ça va se décomposer. C'est un vecteur, donc lui-même il va avoir alpha 1, alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, oui là je les ai mis en haut puis en bas, pardon, etc. Et donc c'est exactement ça qu'on va écrire, parce que le produit matriciel va être fait pour que ça aille avec ça, et puis celui-là aille avec celui-là, parce qu'à chaque fois, il va falloir aller récupérer, pour savoir ce qu'on a, tous nos là, le alpha, le bêta qui est ici, et donc il faut aller à chaque fois récupérer. Donc par linéarité, c'est comme ça qu'on construit une matrice. Là, je pense que vous maîtrisez complètement ce sujet-là, mais c'était pour rappel. Donc, la première manière, c'est de faire comme ça, et bien entendu, on a un déterminant qui va valoir cos carré θ moins plus, pardon, sinus carré θ, c'est-à-dire 1, comme le rappelle le théorème de Pythagore. C'est vraiment ça, cos θ, ça c'est sin θ, et puis ça c'est 1. Voilà. Une autre manière, alors on n'est visiblement pas dans ce cas-là, parce que on a là ici une matrice qui est pas, on n'a pas du tout le côté symétrique qu'on a là. C'est-à-dire qu'ici il y a un moins, alors qu'ici il y a un plus. Donc on n'est pas directement dans ce cas-là. Donc l'autre manière élémentaire de faire ça, eh ben c'est, on ne touche pas au vecteur, on ne les fait pas tourner, mais on va aller augmenter ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez vos vecteurs de base comme ça, hop, l'autre manière de faire, c'est, mettons que si celui-là, vous le divisez par alpha, celui-là, vous le multipliez. Alors oui, il ne faut pas que ça déborde de trop quand même du dessin. Vous le multipliez par alpha. Ou comme ça, ou d'une manière à garder la même surface. C'est-à-dire que si vous avez, vous avez votre vecteur 1, 1, eh ben, vous pouvez avoir quelque chose comme 1,5, vous allez avoir quelque chose, soit du 1,5, 2, ou du 2, 1,5, ou n'importe quoi. Bref, vous allez vous balader sur l'image de ce vecteur 1, 1, là, celui-ci, va se balader, la pointe, sur une branche d'hyperbole. D'accord ? Parce que c'est le principe de garder la surface, hein. Ça veut dire que ça fois ça égale constante. C'est-à-dire que, mettons que ce soit 1, le produit des deux, vous avez x et y, et donc vous avez x, y égale 1, donc y égale 1 sur x. C'est exactement ce qu'on appelle une hyperbole. Bien. Bon.
Donc ça s'écrit comment? Ça s'écrit d'une manière dans laquelle le vecteur E1, vous allez lui faire correspondre alpha, mettons, fois E1, et c'est tout. Et le vecteur E2, 1 sur alpha fois E2. Donc là, on n'est pas non plus directement dans ce cas-là, parce qu'on voit bien qu'on a des termes hors diagonale, on a des termes qui sont pas nuls, en général. Donc ça, là, évidemment, le déterminant fait 1, hein, c'est évident, c'est alpha fois 1 sur alpha. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui est symétrique, hein, c'est-à-dire que à ça, on va faire correspondre, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui va être ce que vous avez là, vous l'avez là. Ça, c'est la même chose que ce petit bout-là. Et puis, ce grand bout-là, c'est la même chose que ce grand bout-là. C'est ça la symétrie qu'on veut essayer de récupérer. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive sur une forme AB, BA, avec A au carré moins B au carré égale 1. C'est-à-dire pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un plus, qu'on aimerait, ce plus-là, on aimerait que ça devienne un moins. Noterez ici que l'angle qui est ici, c'est notre A sur B. Et quand on regarde ce que valent A et B, on voit, ou en tout cas en valeur absolue, peu importe les signes, on voit que c'est V en fait. Hein, que la tangente de cet angle, c'est V. Donc, alors, de même qu'on avait appelé l'autre R hein, comme notation, celle-là, cette matrice-là, on va l'appeler H, puis on va l'indicer par alpha, notre paramètre. Bon, très bien. Maintenant, on veut le déterminant de 1, c'est-à-dire je préserve les surfaces, et en plus, c'est 1 et c'est pas moins 1, c'est-à-dire qu'en plus, je garde l'orientation, j'inverse pas, je fais pas partir le temps dans l'autre sens ou des choses comme ça, bon, ou je retourne pas l'espace quand je change de référentiel à la base. Donc c'est ça que je veux, et je le veux avec une matrice qui soit symétrique. Alors, on a nos deux manières de base de préserver les tailles, les surfaces. Donc, il faudrait voir s'il n'y a pas moyen de composer deux telles transformations de manière à obtenir ce qu'on veut. Alors, on les compose. Au passage, ces histoires de carrés là qui sont plus et qui sont moins, ça fait vraiment penser au nombre complexe. C'est-à-dire que si au lieu d'avoir A, B, on avait A, IB, eh ben, alors on aurait A au carré plus IB au carré qui vaut 1, ça ferait A au carré moins B au carré égale 1. Donc ça nous donne un petit peu un feeling que notre H alpha, alors les nombres complexes, justement, on peut les récupérer dans les rotations, parce que Rθ, si je veux, je peux l'écrire comme cos alpha, donc cos θ, pardon, donc Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2, et le sinus exponentielle Iθ, excusez-moi, l'application fait ça toute seule, ça m'agace un peu, sur 2, et exponentielle Iθ moins exponentielle moins Iθ sur 2i. Ça, et puis pareil de l'autre côté, moins la même chose, et plus. Très bien. Donc ça, j'aurais pu écrire Rθ comme ça. Et pour garder ce feeling, en fait, au lieu d'avoir 1 sur quelque chose et 1 sur quelque chose, pour H, je vais écrire que mon H d'alpha, ça va être exponentielle de alpha, 0, 0, exponentielle de moins alpha. Donc le second est bien... Enfin, ils sont bien l'inverse l'un de l'autre. Au passage, c'est rigolo cette manière d'écrire. Donc c'est vraiment l'exponentielle de
c'est l'exponentielle de ce qui se passerait, mettons alpha fois quelque chose que je vais appeler état, où notre matrice état, ce serait simplement 1, 0, 0, moins 1. Alors, petit rappel ou explication rapide sur l'histoire d'exponentielle. Alors, une exponentielle, c'est, par définition, quasiment, c'est soit quelque chose qui préserve, qui envoie la multiplication vers l'addition vers la multiplication, quelque chose comme qui envoie ça comme ça. Le produit des deux, l'exponentielle de la somme, c'est le produit exponentiel. Donc là, il suffit après de fixer un point pour définir complètement E. C'est aussi la fonction qui a sa propre dérivée. Là encore, c'est une famille de fonctions, il faut fixer un point. Une autre manière de une propriété qu'elle a, qui peut très bien être sa définition, c'est que dans les réels, c'est qu'exponentielle de x, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à plus l'infini de x puissance k sur factoriel k. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien appliquer à des matrices pour peu qu'elles soient carrées, c'est-à-dire qu'on puisse multiplier par elles-mêmes. C'est-à-dire que le nombre de lignes soit égal, au nombre de colonnes. Grâce à ça, on peut définir les exponentielles de matrice, et on va voir très facilement en passant que si la matrice est diagonale, si on a, je ne sais pas, A1, A2, A3, etc., alors, c'est vraiment que c'est une application qui a E1 fait correspondre alpha fois E1. Non, pas alpha, pardon, il n'y a pas de alpha, on a A1. Tiens, je vais les remettre en haut. Fois E1, et donc A1 fois E1, on va mettre A1 au carré fois E1 si on l'applique 2 fois. Si on l'applique n fois, ça va être A1 puissance n fois E1. Donc, il n'y a pas de terme hors diagonale, et donc pour chacun, on va retrouver notre somme de k égale 0 à plus l'infini de A1, j'ai dit je les mettais en haut, A1 puissance k sur factoriel k, etc. de la même manière, c'est-à-dire que par définition, l'exponentielle de notre matrice diagonale, ça va être exponentielle de A1, exponentielle de A2, etc. Voilà, donc cette parenthèse étant passée, on remarque donc que notre h de alpha est écrit comme ça, c'est une exponentielle d'une matrice, là, une petite matrice sympathique qu'on retrouvera peut-être de nombreuses fois dans nos explorations, en version plus grande probablement, qui est donc sur le temps. Le composant de temps, c'est 1. Composante espace, voilà. Composante x, c'est moins 1. Et puis les composantes hors diagonales sont 0. Bon, fin de la parenthèse. On continue. Quel est le principe ? Le principe, c'est que pour composer les applications, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, par exemple, une rotation de θ. Dans cet espace tourné, on va appliquer notre h, donc on est là, on va faire une rotation. Ici, on applique notre vous savez, le truc qui a ça fait correspondre ça, et puis on ramène dans l'autre sens. Donc, c'est rθ moins 1, c'est-à-dire c'est r de moins θ, on tourne dans l'autre sens. Donc, ça fait quoi ? Donc on aimerait que lambda, ce soit quelque chose comme ça. Donc, lambda, c'est quoi ? Enfin, pardon, ce produit-là, qu'est-ce qu'il vaut ? Il vaut cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ, fois exponentielle alpha, 0, 0 exponentielle moins alpha, fois r moins 1 de θ, que je n'écris pas pour l'instant. Donc là, qu'est-ce que ça va nous faire ? Ça va nous faire exponentielle alpha cos θ, pardon, exponentielle de alpha cos θ, exponentielle alpha sin θ, et ici, moins sin θ exponentielle alpha, moins alpha, et ici, cos θ exponentielle moins alpha.
qu'on va multiplier donc par R-1, c'est-à-dire R de moins θ, c'est-à-dire, en plus, c'est ce qu'on appelle une matrice orthogonale, donc on peut trouver son inverse simplement en la transposant, pour des raisons relativement évidentes, c'est-à-dire que les vecteurs, quand on passe d'une base orthonormale, les vecteurs transformés restent perpendiculaires. Enfin bref, pas besoin que je parte trop loin de toute façon. Il est facile de vérifier à la main que ça, c'est la matrice inverse de la précédente. Et donc, on fait le produit. Qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver exponentielle alpha cos carré θ plus exponentielle moins alpha sin carré θ. Ici, exponentielle alpha cos θ sin θ, moins exponentielle moins alpha, toujours cos θ sin θ. En haut à droite, exponentielle alpha sinus carré θ. Pardon. En haut à droite, exponentielle alpha cos θ sin θ moins exponentielle moins alpha, toujours pareil, cos θ sin θ. Et en bas, enfin, on va avoir exponentielle alpha sin carré θ plus exponentielle moins alpha cos carré θ. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait que ce soit, comme on le disait, on voudrait que ces deux termes, donc là, soient les mêmes, d'une part, et on veut que ici, ce soit les mêmes aussi, que ce soit symétrique. Donc, qu'est-ce que ça nous impose? La partie que j'ai mise en marron, là, ça signifie que, grosso modo, il faut que cos carré θ ce soit égal à sin carré θ. Donc, ça veut dire que parmi les θ possibles, on va se retrouver quelque part comme par là. Et en plus, le vert, et c'est vraiment pas surprenant parce qu'on est des particules symétriques, alors que ça aurait été difficile d'imaginer que ça soit plus proche d'un des axes que d'autres, hein, ça c'était attendu. Et comme ça, c'est aussi cos θ sin θ, et que ça sont des nombres positifs, ici. Ça veut dire donc que cos θ et sinus θ sont de même signe. Ce qui nous place là. Donc à partir de là, ça va être un peu une histoire de convention, selon des squats de signes, etc. Toujours est-il que où est-ce qu'on arrive? On arrive au fait que si donc on choisit donc pour notre θ pi sur 4, hein, donc cos θ égale sin θ, comme on le disait, et ça nous faire racine de 2 sur 2, ou 1 sur racine de 2, enfin c'est pareil. Et donc notre lambda, comment est-ce qu'il s'écrit au final? Regardons ça. Il va s'écrire, donc cos carré c'est des demi, et sin carré c'est des demi, et cosine c'est aussi un demi. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? On regarde bien ça. Il nous reste exponentielle alpha plus exponentielle moins alpha sur 2, exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha sur 2, et il continue à faire ça, ça m'agace, sur 2, exponentielle moins exponentielle alpha, pardon, moins exponentielle moins alpha sur 2, et exponentielle alpha plus exponentielle moins alpha sur 2. Et c'est ça notre transformation. On est bien arrivé là où on voulait.
Alors, on va se simplifier un peu la vie. On va poser. Alors, ça ressemble un peu, ce qu'on disait, c'est un petit peu comme une rotation, ce qu'on disait un petit peu quand j'ai fait cette remarque-là. C'est un petit peu comme une rotation, là, ce qu'on voit, dans lequel l'angle, il serait imaginaire. C'est-à-dire que cosinus de i θ, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait exponentielle i θ, plus exponentielle moins i θ sur 2, hop, pardon, sur 2. C'est ce qui nous fait donc bien exponentielle θ plus exponentielle moins θ sur 2. Et puis le moins i sinus i θ, qu'est-ce que ça ferait? Ben, ça ferait exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Et on retombe bien sur notre exponentielle θ moins exponentielle moins θ sur 2. Donc, par similitude avec tout ça, on va poser. On va poser, donc on pose quoi. Pardon. On pose que le premier, bah, ça va être le cosinus. Alors, on a vu que toutes ces histoires-là, c'était lié à des choses qui traçaient des hyperboles. Hein. On l'a vu là. Donc, on va dire que c'est comme un cosinus, mais hyperbolique. Alors, comme je suis flemmard, je vais l'écrire avec seulement 2 lettres. CH de psi, par exemple. On pose ça, on pose que c'est, par définition, exponentielle psi plus exponentielle moins psi sur 2. Et que sinus hyperbolique de psi, par définition, que ce soit exponentielle psi moins exponentielle moins psi sur 2. Et puis, si on est lancé, bah, on peut faire une tangente hyperbolique, pareil, 2 lettres, ça me suffit, qui sera donc sinus hyperbolique de psi sur cosinus hyperbolique de psi, et c'est-à-dire que ça fait exponentielle psi plus exponentielle moins psi sur exponentielle psi moins exponentielle moins psi. Voilà, ça c'est histoire de... Comme on était lancé. Donc on les a bien créés, on peut vérifier à la main que pour tout psi, quel que soit psi, hein, ch carré de psi plus moins, tout est là, moins sh carré de psi égale, on peut le faire à la main, ça nous fait un quart de exponentielle 2 psi plus exponentielle moins 2 psi plus 2 moins exponentielle 2 psi, pardon, moins plus exponentielle, donc moins, pardon, du coup, moins exponentielle moins 2 psi, et puis on va encore avoir un moins, donc un 2, et ce qui nous fait bien 4 sur 4 égale 1. On l'a construit pour. De toute façon, on peut aussi faire dériver n'importe quel... si on sait que cosinus θ, cos carré θ, on va dire, plus sinus carré θ, ça fait 1. Grâce à notre prescription, à nos prescriptions ici, là, on peut retomber sur n'importe quelle formule mettant en œuvre ces personnages. Bien. Bon, on a tout ça, on est très content. Comment ça s'est passé, donc? C'est qu'on fait tourner les axes de 45 degrés, et dans ce système-là, nos vecteurs, comme on le disait, on va dire le cercle unité, hein, l'équivalent de quand on a un vecteur comme ça qui est 1, où est-ce qu'il peut de taille 1, où est-ce qu'il peut se balader, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il va se balader sur une hyperbole, donc ça va être une branche d'hyperbole, mais par rapport à ces deux axes-là. Donc mon cercle unité, ça va être toutes ces branches-là. Alors, petite observation au passage, si on était parti de lambda
et qu'on cherche ses valeurs propres et ses vecteurs propres, on aurait écrit des choses comme déterminant de lambda majuscule moins lambda minuscule fois l'identité. Bon. On aurait cherché à ce que ce soit nul. Et alors, je ne sais pas si je dois allonger la vidéo de trop pour le montrer. C'est relativement... c'est assez trivial à faire. On va tomber sur... bon, allez, on le fait en vitesse alors. On va tomber sur psi moins lambda, sh psi, sh psi, ch psi moins lambda, ce déterminant-là qui est nul, ce qui nous fait donc un ch carré moins lambda ch, hop, plus lambda 2, moins sh carré de psi, qui vaut 0. Oui, je n'ai même pas mis de psi. On réunit ces personnages-là. Par définition, ça fait 1. Et on trouve donc un lambda 2 moins 2ch psi lambda plus 1 égale 0. Donc delta égale b au carré moins 4ac est égal à soin, c'est-à-dire 4ch carré de psi moins 1. Et donc, on en revient à ce que ça fasse 4sh carré de psi. Et donc, nos lambda, c'est 2ch psi plus ou moins 2sh psi sur 2. D'accord? Donc, c'est ch psi plus ou moins psi. C'est-à-dire que c'est... Alors, on n'était même pas obligé, on pouvait passer directement avec les écritures initiales, mais bon, peu importe. Ce qui nous fait, donc, on va le développer quand même, 1,5, soit on fait exponentielle psi plus exponentielle moins psi plus exponentielle psi moins exponentielle moins psi, soit on a 1,5 de exponentielle psi moins exponentielle, plus exponentielle moins psi, moins exponentielle psi, plus exponentielle moins psi. C'est-à-dire qu'on a soit exponentielle psi, soit exponentielle moins psi. Donc ça, ce sont les valeurs propres. Et puis on peut aller chercher les vecteurs propres qui vont avec. Donc très rapidement, il faut que lambda fois notre vecteur propre, je vais l'appeler psi, soit exponentielle psi fois le même vecteur. Et donc, on va chercher les valeurs propres. Donc, bon, je ne vais pas le faire en entier. Notre valeur propre qu'on va avoir, c'est soit 1 pour exponentielle psi, soit pour exponentielle moins psi. On va tomber sur 1 moins 1. Donc, on retombe bien sur le fait qu'on a ces deux droites-là, ces deux asymptotes d'hyperbole qui sont nos vecteurs propres. Ici, si on est là-dessus, on va se retrouver avec une multiplication d'un côté, la division par la même chose de l'autre. C'est exactement notre histoire de surface conservée. Donc si on a 1 ici, sur celui-là, 1, on va observer exponentielle psi. Et l'image de ce vecteur 1 moins 1, ça va être exponentielle moins psi. Donc ça va être l'inverse. Donc voilà. Alors, revenons-en à nos moutons. Ce qui nous intéressait, c'est d'avoir une grandeur plus sympa que la vitesse. Qu'on avait vu, c'était une forme projetée, c'était pas très pratique. Alors voyons voir un petit peu. Si j'ai mon lambda de psi 1 que je compose avec un lambda de psi 2, qu'est-ce que j'obtiens? On va obtenir ch psi 1, sh psi 1, sh psi 1, ch psi 1.
fois la même chose avec psi2. SH psi2, SH psi2, CH psi2. Ça, qu'est-ce que ça nous fait? CH psi1, CH psi2, plus SH psi1, SH psi2. Les croisés, hop, décaler un peu, les croisés, CH psi1, SH psi1, plus... pardon, non. CH psi1, SH psi2, pardon. Plus SH psi1, CH psi2. Et puis, grâce à nos symétries, ici, ici on a la même chose, et ici, on a la même chose. Bien. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? Alors, on peut simplement le faire de manière un petit peu brutasse, si on le désire. Alors, allons-y. Hein. CH psi1, CH psi2, on n'en fait qu'un comme ça parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Ça va nous faire un quart de exponentielle psi plus exponentielle moins psi 1, pardon. Exponentielle psi 2 plus exponentielle moins psi 2. Nous faire un quart de exponentielle psi 1 plus psi 2 plus un quart, on va me le mettre en facteur parce que plus la même chose avec exponentielle moins psi 1 plus psi 2, plus les produits croisés, c'est-à-dire plus exponentielle psi 1 moins psi 2, exponentielle psi 1 moins psi 2, et plus de l'autre côté, exponentielle psi 2 moins psi 1. Exponentielle moins psi 1 moins psi 2. Donc, on fait la même chose pour le second terme en sinus, on les remet ensemble, et on va se rendre compte que ça va nous faire CH de psi 1 plus psi 2, donc lambda psi 1 composé avec lambda de psi 2, SH psi 1 plus psi 2, SH psi 1 plus psi 2, CH de psi 1 plus psi 2. Donc, toutes les formules de composition de sinus et de cosinus, soit vous les faites brutalement en le faisant, soit vous réutilisez les astuces, les formules de somme de cosinus, cos A plus B, c'est cos cos moins sin sin, sinus A plus B, c'est sin cos plus cos sin, etc. Et puis, avec l'astuce du nombre imaginaire, vous vous débrouillez avec ça. Donc, dans tous les cas, c'est ça. Et alors ça... Mais ça, c'est remarquable, parce que c'est exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire que lambda, il est paramétré par un paramètre, enfin oui, un paramètre qui s'appelle psi, qui est lié à la vitesse. On va calculer tout de suite comment. On n'a qu'à l'appeler la rapidité, c'est la vitesse, mais sauf que là, c'est additif. Là, c'est additif. C'est lié comment à la vitesse? Si on regarde comment on l'a défini et que si on regarde... bon, c'est pas la peine que je remonte. Si on regarde comment est défini à la base lambda, on voit bien qu'on a défini CH lambda psi égale gamma et SH psi égale gamma V. Alors, juste un petit détail, alors ça change strictement rien, mais depuis le début, je vous mets un plus sinus psi. En fait, si on a envie de garder des nombres positifs, on va définir que la lambda, c'est plutôt CH psi, ça change rien, hein, moins SH psi,
CH psi. On a le même déterminant, on a le même tout le monde, on a la même addition. Ça ne change rien, simplement je choisis de garder des nombres positifs. Donc c'est pour ça que ici c'est SH psi qui vaut gamma V. Donc V, bah, c'est le quotient des deux. Hein. Si on divise SH psi par CH psi, eh ben, on tourne donc effectivement ça fait V, c'est-à-dire ce qu'on avait défini comme étant tangente hyperbolique de psi. Donc voilà comment c'est lié. C'est-à-dire exponentielle psi plus exponentielle moins psi sur exponentielle psi moins exponentielle moins psi. Voilà comment c'est lié à V. Et là, on prend 2 secondes pour reculer un petit peu, pour faire un pas en arrière. Et on se dit, donc on a tourné, on s'est retrouvé dans on tourne un quart de tour, on se retrouve dans un référentiel, et puis on a tout qui fonctionne. On se rend compte que notre symétrie, elle se fait. En fait, c'est vraiment la vieille astuce. Hein. On a x qui fait 1 demi de exponentielle u plus exponentielle moins u, et y qui vaut 1 demi exponentielle u moins exponentielle moins u. Et puis on fait la somme, la différence. On pose donc, on va se retrouver x qui est la somme, et notre y qui va être x moins petit y, et c'est comme ça qu'on pose que x égale exponentielle u, exponentielle u, et c'est comme ça qu'on tombe sur x égale exponentielle u, y égale exponentielle moins u, égale 1 sur x. C'est vraiment de la vieille astuce. Mais, oublions ça 2 secondes, qu'est-ce qu'on cherchait en fait? Depuis le début, c'est ça qu'on cherchait. On voulait un paramètre qui s'additionne, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que gamma de psi 1 composé avec gamma de psi 2, ça fasse gamma de psi 1 plus psi 2. Mais ça, c'est exactement le boulot de l'exponentielle. On n'avait même pas besoin de partir dans cette recherche. On savait que dans une certaine base, ça allait s'exprimer comme ce qu'on a remarqué tout à l'heure, c'est d'exprimer comme exponentielle de alpha fois une certaine matrice. Ce qu'il nous fallait, c'était trouver la matrice que j'ai appelée état. Là, on était d'une naïveté merveilleuse. C'est le travail de l'exponentielle. Tout est là. Donc, toujours est-il que le psi, donc notre rapidité, c'est le paramètre qu'on cherchait. Il est lié directement à une géométrie dans laquelle l'hyperbole est Rn. Tout image comme la trigonométrie circulaire. Le seul truc qui nous manque, en fait, pour que tout marche comme avec Pythagore, etc., c'est cette espèce de plus qui se transforme en moins. Parce que sinon, tout marche pareil. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a? On a... bon, qu'est-ce que c'est la trigonométrie normale? C'est qu'on a notre cercle de rayon 1, là, ici. Ça, c'est θ. Ça, cette longueur-là, ça, c'est sin θ. Cette longueur-là, c'est cos θ. Puis alors après, bon, si vous êtes en grande forme, vous pouvez définir... ici, vous allez trouver la tangente θ. Sur ça va être la tangente θ. Ça va être sa cotangente, etc., etc. Et ici, donc, ça, c'est 1 et on a Pythagore. Bon, là, donc, qu'est-ce qu'on a, nous, on a plutôt de la parabole définie comme ça. Hop. Et puis définie telle que les coordonnées d'un point, ce soit pareil, CH psi, SH psi,
avec donc ici c'est notre angle psi, si j'ose dire. Alors je le fais à l'envers histoire de montrer que c'est pas un angle à considérer vraiment comme on fait. Ici, c'est près, ce serait la longueur si on avait un moins à la place du plus. Ici, pardon, je dis ici, mais je ne montre pas. Ici, ça, c'est une forme de 1 si on pouvait utiliser le fait que x2 moins y2 égale 1. Si ça, c'était la longueur, si on avait un moins à la place du plus, ce serait notre élément de longueur. Ici, j'étais parti pour vous faire la démonstration, mais c'est peut-être un peu long pour pas beaucoup de bénéfices. Ici, on peut définir que la longueur de ce bout de cercle, l'air, pardon, de ce secteur, c'est θ, en fait, sur 2. C'est facile à prouver. Et on peut prouver, c'est trivial, puisque la surface d'un cercle, c'est 2π, hein, puisqu'on est avec un cercle de rayon 1. Donc la surface du cercle, c'est 2π. On en prend un secteur θ, donc on va avoir un θπ sur 2π, et donc c'est θ sur 2. Ici, on peut aussi, si on le désire, s'amuser à faire correspondre ce secteur-là sous l'hyperbole là, à psi. On peut s'amuser à le faire correspondre. Et donc, si on fait le calcul rapidement, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, c'est ce bout-là, c'est le triangle moins l'air qui est sous... Pardon. C'est ce triangle moins l'air qui est sous le morceau d'hyperbole, mais vous allez vous trouver psi sur 2. Voilà. On peut le raccorder comme ça, mais bon, ce qui nous intéresserait surtout, c'est que ce serait que ce soit l'élément d'arc. Là, ici, l'élément d'arc, sa longueur, c'est θ, parce que le rayon est 1. Parce que l'élément d'arc, il est lié par Pythagore, hein, à l'intégrale de dx sur dθ au carré plus dy sur dθ au carré. Ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il faudrait que, pour qu'on puisse lier l'élément d'arc, on va avoir les mêmes propriétés de Pythagore, enfin le liant à θ, sur dx sur d psi au carré, moins évidemment dy sur d psi au carré. C'est là qu'on aurait, évidemment, on ne peut pas, parce qu'on n'a encore pas le bon Pythagore. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant cette histoire de Pythagore, parce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une transformation qui envoie nos vecteurs de base, hop, nos hyperboles là, qu'ils envoie vers des choses qui n'ont pas de la même longueur et qui ne sont pas perpendiculaires entre elles. Et c'est la même notion, hein. C'est-à-dire que le carré de la longueur de E1, c'est le produit scalaire de E1 par E1, hein, c'est la définition. Pareil pour E2, c'est le produit scalaire de 2 par lui-même, le carré de la longueur. Et puis la perpendicularité, elle est définie par le produit scalaire de E1 par E2. Et si j'applique lambda, donc le E1' et le E2', on va perdre tout ça. Sauf si on décidait de redéfinir le produit scalaire. Si on décidait de redéfinir le produit scalaire pour avoir à chaque fois notre moins et pas notre plus, pour faire une magouille qui fait qu'un vecteur A, B, sa longueur soit A carré moins B carré, et non pas A au carré plus B au carré. Et alors là, on récupère directement que 1, T, on va l'appeler sa norme, ça va être 1, racine de 1. X,
pour tout, ET prime surtout, ET prime, c'est-à-dire que pour tout, pour n'importe quel psi, on aurait lambda psi, je vais le mettre en indice, appliqué à ET, aurait une norme de 1. Ça, c'est donc ET'. Alors, bon, on se rend compte que du coup, EX au carré... Ah oui, et donc de la même manière, pardon, déjà, on aurait aussi toujours ET' fois EX' qui ferait 0, donc ce serait perpendiculaire. Alors, évidemment, c'est un peu comme les histoires de généralisation, vous généralisez les réels aux complexes, aux quaternions, aux octonions, etc., vous pouvez perdre des propriétés. Là, ce que vous retrouvez avec EX, son carré, le carré de sa longueur, c'est -1. C'est plus une norme définie positive. Bon, tant pis. Et puis, accessoirement, si vous prenez nos deux... nos branches, là, nos ensembles d'hyperboles, vous prenez un vecteur qui est dessus, par exemple 1, 1, bon bah là, son carré, le carré de la longueur, ça va être 1 au carré moins 1 au carré, ça va être 0. Donc vous avez des points qui ne sont pas les mêmes, qui seraient d'une distance nulle. Alors on ne peut pas tout avoir. N'empêche que ça serait beaucoup plus logique dans ce qu'on fait. Donc, il faudrait vraiment écrire qu'au lieu de AB, alors ça vient d'où là, cette histoire que AB fois CD, mettons, le produit scalaire, parce que qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est que c'est AE1 plus B fois E2 qu'on multiplie par C fois E1 plus D fois E2. Ce qui nous fait donc ACE1 carré plus BD2 au carré plus 2, non pas 2 d'ailleurs, là c'est AC plus BD E1 scalaire E2. C'est ça, c'est les produits scalaires des vecteurs de base qu'il faut donner pour récupérer. Donc si on essaie d'avoir exactement ce qu'on vient de définir là, ça signifie qu'en fait, le produit scalaire de U fois V, on va le définir comme étant U, donc je sais pas, UT, allez, on revient à UT, UX, fois une matrice, fois VT, VX. Et dans la matrice, on va mettre donc par définition E1 scalaire E1, E1 scalaire E2, E2 scalaire E1, E2 scalaire E2, qui sont ici. C'est-à-dire qu'on va mettre 1, 0, 0, moins 1. Et ça, c'est état qu'on a vu plus haut. C'est qui nous engendrait nos transformations avec notre exponentielle. Et là, on voit que les planètes s'alignent, tout a l'air de marcher ensemble. Là, on est très très confiant, on est très content de ce qu'on a. Alors, au passage, on a, si on regarde un petit peu, si on joue un petit peu avec ces histoires d'exponentielles de matrice, on avait notre lambda qui s'exprimait donc, si on regarde l'exponentielle de notre rotation d'un quart de tour, que j'ai appelé R, fois psi état fois dans l'autre sens, rotation d'un quart de tour dans l'autre sens, R l'inverse de R. Alors on peut pas faire n'importe quoi avec les exponentielles. Tout à l'heure je vous ai pas dit qu'on pouvait dire que c'était le produit, que c'était la somme. Attention, il y a quand même des conditions sur les commutations de matrices, etc. Mais en tout cas, ça va être la même chose que l'exponentielle de R1, c'est-à-dire identité, fois psi état. Et donc on peut le remonter de deux manières différentes. Parce que R état R-1, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2,
fois 1, 0, 0, moins 1, fois 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et ça, le produit de tout ça, ça fait 0, 1, 1, 0. On va l'appeler K, celle-là. Donc K, qu'est-ce que c'est? C'est l'application qui a E1 fait correspondre E2, et à E2 fait correspondre E1. Donc, K puissance 2n plus 1, bah forcément c'est K. Et puis K avec une puissance paire, forcément c'est I, l'identité l'identité de taille 2. Donc, notre exponentielle de K psi, c'est la somme de P égale 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel P psi P K puissance P, ce qui nous fait la somme de P égale 0 à plus l'infini, on sépare les paires et les impairs, donc 1 sur 2P factoriel psi puissance 2P, fois la matrice identité, plus les impairs, P égale 0 à plus l'infini de 1 sur 2P plus 1 factoriel, psi puissance 2P plus 1, fois K. Donc ça, je vous laisse vous convaincre en 2 secondes que si vous avez exponentielle alpha et exponentielle moins alpha, vous les développez en série entière sur n'importe quel rayon, puisque tout va converger, n'importe quel rayon fini, etc. etc. Vous avec les alpha moins alpha, avec les puissances, donc les moins 1, puissance paire, puissance impaire, ils vont s'annuler ou pas. Je vous laisse vous convaincre aisément que ça c'est CH psi, et que cosinus hyperbolique, et que ça c'est le sinus hyperbolique de psi. Donc, on retombait directement sur le fait que notre matrice K, elle engendre lambda. Par notre procédure d'exponentiation. Une autre manière de voir le calcul, du coup, c'était aussi d'aller traiter directement état, de voir que l'état puissance K, c'est quoi? C'est 1, 0, 0 et moins 1 puissance K. Et donc, de voir que l'exponentielle de état psi état, c'est la somme de K égale 0 à plus l'infini de 1 sur K factoriel psi puissance K, 1 sur K factoriel moins psi puissance K, 0, 0. C'est-à-dire exponentielle psi, 0, 0, exponentielle moins psi. Mais bon, ça on l'avait déjà dit de toute façon, que pour une diagonale, on allait tomber sur ça. Vous remarquerez qu'au lieu de K, si vous aviez défini des J, une matrice J de cette manière-là, un peu comme état mais dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que c'est une application qui à E1 fait correspondre E2, qui à E2 fait correspondre moins E1, et du coup si on l'applique de nouveau, une seconde fois, moins E1, on lui ferait correspondre moins E2, et à moins E2, on ferait correspondre E1. Donc ça tourne comme ça. Du coup, c'est facile. J au carré, c'est moins 1, 0, 0, moins 1. J au cube, c'est 0, 1, moins 1, 0. J puissance 4, c'est I. Donc l'exponentielle de θ fois J, mettons, ça va être, vous écrivez les sommes, de K égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance K sur 2K factoriel θ puissance 2K. Ici, vous auriez K égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance K plus 1
sur 2k plus 1 θ puissance 2k plus 1, et puis ici, vous complétez, et vous seriez tombé sur cos θ sin θ moins sin θ cos θ. Donc avec notre exponentiation, on peut générer les rotations ordinaires de l'espace avec ça, avec J, et les rotations imaginaires, on pourrait presque dire, mais les rotations hyperboliques, c'est beaucoup mieux de les appeler comme ça, avec ce cas. Ou, si vous êtes dans la base, dans la base propre, avec état, qui est aussi la signature, on va dire, du produit scalaire. Donc, de là où on est, on voit que on peut réduire tous nos modèles de l'espace-temps à une comment ça s'appelle, une géométrie dans laquelle non plus le cercle et les relations de Pythagore comment dire, sont ceux qui dominent, mais plutôt où l'hyperbole, une géométrie hyperbolique, et notre paramètre psi, via des cosinus hyperboliques et des sinus hyperboliques, domine tout. Donc c'est ce qu'on fera pour les 2 vidéos prochaines. On va essayer de poser calmement, donc ce sera des vidéos de niveau 2 seulement normalement, je pense. On va simplement apprendre à dessiner nos situations dans ce qu'on appelle la cinématique, quand les choses bougent, à faire des destins, des diagrammes d'espace-temps, et puis après on va essayer de résoudre un tas de vraiment résoudre, hein, ça, pour le coup on va vraiment faire des prédictions, faire de la science, et on va dire dans telle situation on obtient ça, des exercices, ça s'appelle. On va réellement faire des calculs, mais qui seront intégralement basés sur la géométrie. Voilà, ça sera les 2 prochaines. Donc, la prochaine vidéo, on établira comment on fait ces diagrammes d'espace-temps dont on parlait, avec l'hyperbole et tout ça. Ensuite, après, on essaiera donc de résoudre un petit peu des cas finaux. Et puis alors, encore après, là, je pense qu'on va être obligé d'aller passer à une vidéo de niveau 3 à 4 et de me poser proprement les mathématiques qui vont avec tout ça. Voilà, merci beaucoup.